Bien. Bonsoir. Merci d'être ici ce soir pour cette nouvelle conférence du cycle Les agendas du politique. Et les agendas du politique, c'est un cycle de conférences qui est co-organisé par les éditions de l'école, de l'EHESS et le laboratoire d'excellence TEPSIS. Alors, on est très content que vous ayez pu venir parce que je crois qu'il y a des problèmes de transport. Donc il y a quand même du monde. Merci à nos intervenants que j'aurai l'occasion de remercier à nouveau. Ce soir, la conférence de ce soir, c'est la morale en politique. Alors, première question, on pourrait se dire, faut-il de la morale en politique? J'imagine que la réponse est évidente, tellement évidente qu'on pourrait se dire, comment se fait-il que ce qui est supposé être un laboratoire d'excellence se pose une telle question? Peut-être même que c'est stupide de la poser, ou alors se dire, c'est simplement un principe classique de la sociologie, les choses sont, comme dirait Éric Fassin, toujours différentes selon les cas et un peu plus complexes. Encore qu'il me semble que l'intérêt qu'il y a pour le laboratoire d'excellence TEPSIS, dont je vais vous dire deux mots quand même si vous ne le connaissez pas, le laboratoire d'excellence, c'est une entité nouvelle, vous savez, qui a été créée dans le cadre des investissements d'avenir, qui est censée réfléchir aux nouvelles formes du politique dans la société. Pour cela, nous avons un programme de recherche important, un programme d'enseignement important et également un programme qu'on appelle de valorisation ou de diffusion des connaissances qui, lui, repose sur une idée, somme toute simple, qui est comment faire que la recherche soit au plus près des attentes de l'ensemble des usagers, pourrait-on dire, pas simplement des chercheurs, pas simplement des universitaires. Et dans ce cadre, le cycle de conférences qu'on vous propose aujourd'hui, depuis maintenant, il a commencé l'année dernière à peu près la même période, je crois, vise à essayer de nouer ce partenariat avec un public. Je ne connais pas les gens qui sont là. Je ne sais pas si vous êtes universitaire, chercheur, si vous venez du monde de la politique, si vous venez du journalisme, si vous êtes passé par là. Encore que comme il fait beau, j'imagine qu'il y a une autre raison d'être ici que se protéger de la pluie ou du froid, ce qui pourrait arriver dans d'autres situations. Mais au fond, on ne sait pas. Et l'enjeu, justement, en ne sachant pas à quel public on s'adresse, c'est d'essayer d'établir le plus rapidement possible un dialogue avec vous, entre nous, sur des questions qui, certes, sont des questions d'actualité, mais que notre idée, c'est au fond de les rendre non pas nécessairement plus complexes, mais d'essayer ensemble de les problématiser. Pas d'apporter des réponses immédiates, mais de voir au fond comment est-ce qu'on peut s'interroger sur, par exemple, la place que va prendre la morale aujourd'hui en politique, plutôt que de se répondre à cette question que j'avais dit d'emblée, stupide, faut-il de la morale en politique? Oui, laquelle? Comment? Que faire? Une multiplicité de questions explose à ce moment-là, et c'est ce que nous appelons justement cette possibilité de problématiser une question sociale, une question politique, une question d'actualité, et d'amener avec vous un dialogue pour essayer non seulement d'y répondre, mais peut-être de déplacer encore un peu plus, encore d'un cran, les questions. Alors pour cela, nous avons une formule, qui est celle que vous voyez ce soir, des chercheurs qui sont ici, qui vont présenter un peu leur travail, un certain nombre de questions, et nous allons essayer de lancer un dialogue avec vous, de répondre à vos questions, à vos commentaires, éventuellement à vos critiques. Donc à vous aussi de vous saisir de cette opportunité d'avoir la parole. Alors pour répondre à ce défi aujourd'hui qu'on a posé comme ça, la morale en politique, alors qu'on a vu il y a un certain nombre de scandales, il y a un certain nombre d'affaires qui font que, alors ça a une certaine actualité, remarquez, mais on va la poser de différentes façons. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 chercheurs de très grande qualité. Et je ne le dis pas parce qu'ils sont là, je le dis parce que je le pense, voilà, tout simplement. Alors, Luc Foineau, d'abord, qui est au CESPRA, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est spécialiste de sciences politiques, et tout particulièrement des questions au croisement de la théorie de la justice et de l'histoire de la pensée politique moderne. Il a coédité et traduit un ouvrage de John Rawls récemment aux éditions de l'EHESS qui s'appelle « Justice et critique ». Notre deuxième intervenant, Olivier Kella, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui est spécialiste de la théorie des normes. Il est fondateur, avec Rainer Maria Christoph, de la revue Grief. Est-ce que vous avez un exemplaire de la revue Grief? Oui.
qu'il dirige aussi aux éditions de l'École et d'Alloz. Excellent numéro, hein. Alors là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir un certain nombre d'articles. C'est vraiment très intéressant. Alors, j'ai oublié de dire le sous-titre, hein, Revue des mondes du droit. Et enfin, Shora Makaremi, qui est une chargée de recherche à l'EHESS, au CNRS, qui travaille dans un laboratoire de l'EHESS, qui est spécialiste de l'anthropologie de l'État, et ses travaux portent plus particulièrement sur l'anthropologie de l'exil et l'anthropologie de la violence, et aussi sur ce que l'on pourra appeler, un petit peu différent de la thématique plus générale que j'ai posée au début, mais qui rentre complètement dans le cadre de notre soirée, sur ce qu'on pourrait appeler des économies morales contemporaines. Voilà, désormais, je vous laisse la parole, et nous interviendrons quand ça nous chantera. Parfait, vous pouvez donc interrompre à tout moment. Donc je vais essayer de présenter les quelques lignes, disons, de réflexion pour nourrir la réflexion et par la suite nourrir également la discussion. Donc la première remarque, effectivement, c'est que la difficulté que l'on peut rencontrer avec un thème comme celui de la morale en politique, c'est qu'il est tellement proche de notre actualité qu'on peut avoir l'impression d'avoir tout dit ou tout compris en ouvrant les grands quotidiens et en lisant des articles dans la presse. Donc on a ce rapport à l'actualité qui est à la fois une source d'information, mais également une source de perplexité. Et c'est sur cette dimension, disons, de notre rapport à l'actualité que je voudrais insister, en essayant de vous montrer en quoi les choses sont un petit peu plus compliquées, en tout cas dans le champ qui est le mien, à savoir celui de l'histoire des idées politiques et de la théorie de la justice. Je commencerai par une première remarque sur la simplicité apparente du problème. Réchard l'a très bien dit, je le reformule d'une autre manière. On pourrait dire que d'un certain point de vue, le problème de la morale en politique est vite réglé. Il existe une moralité publique, des règles définissant ce que doit être ou devrait être le jeu politique, et il s'agit, somme toute, de savoir si ces règles sont ou non appliquées. Par conséquent, le caractère problématique, en quelque sorte, de la question semble évacué par cette dimension. La question de la morale en politique, ce serait simplement la question du cas, qui est une question auquel les juristes sont très sensibles, savoir si des règles sont ou non respectées et ce qu'il en est d'un certain nombre de cas. Alors, je voudrais essayer de prendre les choses par un autre bout, essayer de vous montrer que le problème de la morale en politique est peut-être plus compliqué que celui de l'application ou de la non-application de règles morales préexistantes. Même s'il va de soi, et je crois qu'il faut quand même insister sur ce point, que l'autorité politique repose aussi, et peut-être surtout, sur le respect de la morale publique. Notre problème, en l'occurrence, et c'est ce qui fait que les choses sont un peu compliquées, n'est pas simplement un problème déontologique, à savoir un problème moral lié à la pratique d'une profession particulière, celle d'hommes ou de femmes politiques. C'est aussi un problème consubstantiel à la vie politique elle-même, à savoir au fait que vivre politiquement suppose d'avoir résolu, d'une certaine manière, un ensemble de questions qui sont liées à la moralité. Alors pour établir ce point de façon assez simple, puisque le temps qui nous est imparti est un temps limité, je m'appuierai sur deux analyses dont j'essaierai de montrer qu'elles ne sont pas si opposées qu'on veut parfois le dire. Alors deux analyses ou deux idées. La première idée, qui est une idée très générale, mais qui a un ancrage essentiel dans l'histoire des idées politiques modernes, c'est l'idée d'une vie politique comprise comme vie civile. J'insiste sur ce terme, vie civile, avec l'association, effectivement, entre le civil et le civilisé. La vie politique, ça n'est pas, disons, la loi de la jungle, c'est une vie qui suit un certain nombre de règles, donc c'est une vie qui se déroule dans ce que les philosophes ont appelé un état civil, première idée. Deuxième idée qui me paraît importante de rappeler pour nourrir la discussion, c'est l'idée contemporaine selon laquelle les règles du jeu politique doivent être susceptibles d'une justification
morale. Donc cette deuxième idée, à laquelle vous êtes, disons, qui est une idée familière, enfin, qui fait partie maintenant de l'horizon de notre démocratie, c'est l'idée selon laquelle les pratiques publiques, les politiques publiques doivent être susceptibles de justification. Ces deux idées, dont la première peut être rapportée à la pensée de Hobbes et la seconde à celle de Rawls, établissent premièrement que l'état civil est une solution à une crise majeure de la moralité publique, et deuxièmement, que cette morale publique possède un contenu déterminé. Le contenu déterminé de la morale publique est assez bien résumé par les trois expressions, trois termes qui se trouvent au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, et que ce contenu déterminé est susceptible d'une justification. Il y a donc bien un problème de la morale en politique, mais ce n'est pas celui que l'on associe généralement au nom de Machiavel. Donc c'est le point sur lequel je voudrais essayer d'insister ici. Je voudrais être aussi anti-machiavélien que possible ce soir dans l'abord d'un thème qui pourrait se prêter à des considérations machiavéliennes. Donc la question de la morale en politique, ce n'est pas un thème machiavélien, ce n'est pas le problème de la justification du recours à la force et à la ruse par le prince nouveau qui veut se maintenir au pouvoir. Donc j'écarte, si vous voulez, cette question-là. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, les questions du pouvoir, de sa durée, de sa transmission, sont réglées normalement par nos constitutions, comme l'est d'ailleurs celle du financement des partis politiques. Donc ces questions, si l'on appliquait les règles, ne devraient tout simplement pas se poser à nous. En revanche, il y a un problème de la morale en politique, et ce problème de la morale en politique, quel est-il ? C'est celui qui procède du doute que nous avons de jamais pouvoir nous accorder sur des règles communes pour conduire nos politiques publiques à l'intérieur d'un état de droit. C'est un doute sur notre capacité à nous mettre d'accord sur des règles communes. Et ce doute, si vous voulez, n'est pas une chose récente en quelque sorte. Ce doute, cette interrogation qui peut conduire et qui a conduit à certains moments de nos histoires politiques à de véritables crises morales de la politique, des moments de notre histoire dans lesquels on s'interrogeait, on se demandait s'il existait bien encore des règles publiques régissant le fonctionnement de nos institutions. Eh bien, ce problème remonte, comme vous le savez sans doute, à la Réforme. Alors pourquoi est-ce que la Réforme, la crise religieuse et politique de la Réforme constitue un moment, disons, d'entrée ou un moment particulièrement important pour penser cette question de la morale en politique? Eh bien parce que ce moment de la Réforme, c'est le moment finalement où à l'intérieur de la chrétienté, on s'aperçoit que l'on ne peut plus penser les institutions du politique à partir d'une unique conception du bien. Bon, auparavant, il y avait bien sûr d'autres conceptions du bien, mais ces conceptions étaient ignorées. Donc le moment de la Réforme, c'est le moment où l'on ne peut plus ignorer le fait, pour reprendre la terminologie de Rawls, qu'il existe une pluralité des conceptions du bien. On ne peut plus l'ignorer. Vous allez me dire, bon, Louis XIV, au siècle suivant les guerres de religion, a continué à vouloir ignorer effectivement qu'il y avait une pluralité des conceptions de la vie chrétienne. Le problème, si vous voulez, c'est que le problème de la politique moderne, c'est de prendre en compte véritablement et sérieusement cette question de la pluralité des conceptions du bien. Donc, point de départ, si vous voulez, de notre interrogation, la morale en politique, une crise majeure de la moralité. On ne peut plus déduire les règles de la vie publique à partir d'une unique conception du bien, par exemple à partir des dogmes de la religion chrétienne. Il faut trouver d'autres moyens et fonder ces règles publiques d'une autre manière. Donc, dimension morale, bien évidemment, je n'y insiste pas puisqu'il y a plusieurs manières dorénavant de concevoir la vie bonne, mais crise politique également, problème politique ou dimension politique du problème, puisque la question se pose de savoir comment organiser la vie publique à partir de deux conceptions aussi différentes de la vie chrétienne que la conception des catholiques et la conception des protestants.
Le premier problème donc, que je voudrais introduire ici de la morale en politique est donc lié à l'idée que peut-être, et c'est un moment sceptique fort, un moment de doute très fort, que peut-être il n'existe pas de fondement moral commun permettant de définir les règles de la vie politique, soit parce qu'il n'y a pas de règles communes pour régler nos relations et nos différends, première possibilité, soit parce que s'il existe de telles règles communes, en principe, elles ne sont de fait pas appliquées. Dans les deux cas, nous sommes dans une situation de crise majeure de la morale politique, beaucoup plus radicale, il faut le souligner, que celle dont nous sommes partis, qui était, je rappelle le point de départ, il y a des règles, nous sommes d'accord sur ces règles, et c'est le cas, mais quelques acteurs ne les appliquent pas, et cela pour de mauvaises raisons. Donc ici, si vous voulez, la situation actuelle, et je le dis sans volonté de provocation, n'est pas la pire. Nous avons, et notre pays en particulier, et d'autres pays européens ont traversé des moments de crise de la morale en politique beaucoup plus, disons, radicaux. Alors à ce problème fondamental, ce problème de la réforme, la solution moderne, celle de Hobbes, a été, et c'est une solution sur laquelle je voudrais attirer votre attention, de considérer le problème lui-même comme le début de la solution. Et c'est ça, si vous voulez, c'est cette idée qui est très forte dans la manière dont Hobbes répond au problème de la réforme. Alors qu'est-ce que je veux dire ici par cette expression un peu, disons, surprenante, considérer le problème comme le début de la solution? Quel est le problème? Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur des règles morales communes qui pourraient servir de fondement à la vie politique, soit, peu importe les raisons de cette incapacité, qu'elles soient religieuses, économiques ou sociales, car nous allons partir de cette incapacité, de cette impuissance à nous mettre d'accord pour trouver les règles qui conviendront tant d'un point de vue moral que d'un point de vue politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue moral d'abord, cette solution équivaut à une refondation complète de la théorie du droit naturel. C'était la théorie du droit naturel qui nous fournissait un certain nombre de règles pour organiser effectivement la morale et la politique. Eh bien, les choses sont en crise, il n'y a plus une seule idée du bien pour définir nos institutions. Eh bien, nous partirons du fait qu'il y a une pluralité d'idées et de conceptions de la vie bonne. Et au lieu de fonder les règles de la morale sur l'idée du bien, pensez à Platon, à la République de Platon, nous allons fonder ces règles sur le fait que nous avons des conceptions du bien différentes et parfois incompatibles les unes avec les autres, et sur les conséquences de telles oppositions. Donc le point de départ, si vous voulez, de Hobbes, cette idée simple, vous avez tous lu les chapitres de 13 du Léviathan sur l'état de nature, c'est ça. L'état de nature de Hobbes, c'est une chose très simple. C'est une dramatisation très réussie, et les philosophes parfois dramatisent pour faire comprendre les questions, une dramatisation en quelque sorte d'une situation de désaccord sur les valeurs et sur l'éthique. Hobbes va dramatiser cette situation pour nous montrer que dans cette situation extrême ne nous laisse pas d'autre possibilité que de rechercher la paix, chercher les voies d'une pacification de nos relations, etc. Donc, je vais vite parce que, je veux dire, ce sont des choses bien connues. Solution cherchée dans le problème lui-même et dans la crise morale de la réforme, une solution politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un point de vue politique, il va falloir trouver un dispositif permettant, en quelque sorte, une fois qu'on aura trouvé quelques règles morales, de nous imposer et de nous forcer à obéir à ces règles. La solution, la pensée de la souveraineté, cette idée de la souveraineté qui est encore pour nous aujourd'hui une idée centrale, alors qu'elle soit souveraineté française ou européenne, après ce sera peut-être un élément de discussion, mais cette idée de la souveraineté répond également, part également de ce même problème, de cette crise morale, et est une réponse à cette crise morale, en quelque sorte, par le haut. La souveraineté, c'est le moyen par lequel un certain nombre de penseurs, un certain nombre de penseurs et de juristes, car c'est une idée juridique, ont trouvé pour imposer en quelque sorte l'application et le respect de ces règles. Donc,
D'un point de vue politique, cette situation équivaut à un changement de sens de l'instance politique. Au lieu d'être au service d'une certaine conception de la vie bonne, le souverain est dorénavant au service, en quelque sorte, la fonction du souverain est dorénavant de rendre possible, en quelque sorte, une vie commune, alors même qu'existe une pluralité des conceptions du bien, c'est-à-dire alors même que nous ne sommes pas d'accord sur la moralité. On peut considérer cette solution au problème de la morale en politique comme une solution décevante, car d'un certain point de vue, évidemment, elle relègue nos convictions morales les plus fortes au second plan, puisque nous sommes obligés de composer avec autrui et avec d'autres conceptions morales, mais c'est aussi, et c'est un point sur lequel il faut insister, une solution géniale, car elle permet de fonder la politique sur la morale sans pour autant privilégier aucune conception de la vie bonne. Inutile de dire que c'est une idée qui aura une très longue postérité. Le souverain est là pour que les règles de la morale minimale, celles qui nous disent ce qu'il faut faire pour vivre ensemble, s'appliquent. C'est pour cela qu'il est conduit à prendre des décisions et à faire des lois. Donc, pour dire les choses très simplement, la politique législative, parce que la politique de la souveraineté, c'est aussi une politique de la loi. L'outil principal du souverain, c'est de faire et défaire la loi, comme disait Baudin. La politique législative a donc pour horizon une politique de la moralité. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble sous des lois qui soient la condition d'une vie vraiment civile. L'enjeu est là. L'enjeu de la souveraineté, ce n'est pas la puissance. Alors bon, les historiens pourraient discuter sur ce point. Je me situe dans une perspective normative. J'interprète la souveraineté ici dans une dimension, dans une perspective normative. On pourrait analyser les choses très différemment et des historiens du XVIIe et du XVIe diraient des choses très différentes. Mais ici, si vous voulez, dans cette perspective normative, je dirais que le but de la souveraineté, c'est de rendre possible une moralité publique effective. On ne peut plus dire, à partir du moment où il existe un souverain, que l'on ne savait pas quelle était la loi et qu'on ne savait pas qu'il y avait des limites aux dépenses possibles lors d'une campagne présidentielle. On ne peut plus dire que l'on ignorait que ces lois s'appliquaient et qu'il y avait un certain nombre de sanctions qui devaient accompagner le non-respect de ces lois. Une première série de conclusions s'impose donc. La question de la moralité est au cœur de la politique moderne, ça ne fait pas de doute. Et ici, oublions Machiavel, les dispositifs inventés par les philosophes et les juristes, notamment la souveraineté, ont pour finalité de résoudre le risque que fait peser sur notre vie collective le fait que nous ne partagions pas les mêmes conceptions de la vie bonne. La solution proposée par la théorie du droit naturel moderne possède toutefois 3 limites. Première limite, les règles morales qu'elle nous propose, je n'y ai pas insisté, mais ce sont des choses bien connues, par exemple, renoncer à son droit sur toute chose, respecter la parole donnée, ces règles morales se présentent à nous comme des règles éternelles, intangibles. C'est une première limite. Deuxième limite, ces règles du droit naturel ne disent rien, ou très peu, de la nature du régime politique dans lequel la moralité publique devient effective. Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien du régime politique? Parce que peu importe le régime politique, monarchie, démocratie ou aristocratie, la seule chose qui importe, c'est qu'il y ait du pouvoir souverain dans le cadre de cette conception. Et troisième limite, ces règles du droit naturel moderne ne nous disent rien, ne nous fournissent aucun critère pour juger des politiques publiques, ce qui, dans le cadre effectivement d'une démocratie, constitue effectivement une source de problème. C'est donc un cadre formel indispensable pour penser ce que la moralité publique veut dire, mais c'est de fait seulement un cadre formel, puisqu'on ne nous dit rien sur le contenu même des règles et des principes de justification et d'évaluation des politiques publiques. On a donc là, grâce à la souveraineté, un dispositif fondamental pour rendre effectives les règles de la moralité, mais dans le cadre effectivement d'une démocratie, nous avons besoin d'autre chose que de ce cadre. Nous avons également besoin de donner un contenu à la moralité politique. Et c'est la raison pour laquelle, je vais dire quelques mots très rapidement
de l'œuvre de John Rawls, La théorie de la justice, qui a été publiée en 1971, dans la mesure où il me semble que l'apport de cette théorie par rapport à l'héritage, ou ce que nous a donné en héritage la philosophie politique moderne, c'est de nous permettre de déterminer de façon rigoureuse et, à mon sens, convaincante, même si ces propositions ont fait l'objet de beaucoup de discussions, le contenu d'une politique démocratique, le contenu normatif d'une politique démocratique inspirée par les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Or, de façon très intéressante, et c'est le point sur lequel je voudrais... c'est juste une petite remarque sur le rapprochement entre les deux auteurs, de façon très intéressante, pour déduire le contenu de ces règles de la moralité publique d'une démocratie libérale. Rawls s'appuie dans son ouvrage de 71 sur une situation qui rappelle à bien des égards la situation initiale dont Hobbes était parti. Vous vous souvenez, cet état de nature, c'est-à-dire cette situation de désaccord sur les conceptions du bien. Dans la théorie de la justice, Rawls nous dit, si nous voulons réussir à déduire un certain nombre de règles de ce que pourrait être une moralité publique, eh bien, il faut mettre entre parenthèses, c'est ce qu'il appelle le voile d'ignorance, entre autres choses, nos conceptions du bien. Donc là, ici, il y a une convergence, et cette situation, j'insiste simplement sur ce geste général, on en vient dans notre pensée politique à la moralité publique à partir de l'idée qu'il pourrait ne pas exister de moralité publique. C'est la thèse sceptique sur la moralité publique. C'est très important parce qu'on dit souvent qu'il y a une crise morale de la politique. Je ne pense pas que cette crise soit aussi grave que ça dans nos institutions actuelles. J'essaie d'avoir une position sur ce point optimiste. Mais je pense que c'est à partir d'une crise considérable et gigantesque qu'on est arrivé au dispositif qui devrait nous permettre de pouvoir, disons, avancer et faire en sorte que la moralité publique soit véritablement au fondement de nos institutions. Alors, je me permets encore quelques remarques avant de conclure mon propos. Alors, la remarque, ce qui est en jeu dans la théorie de la justice de Rawls, et chez d'autres auteurs, je prends Rawls ici comme point d'indication, il y a une littérature considérable, effectivement, sur ces questions dans le cadre du séminaire de philosophie politique normative que nous animons avec des collègues de l'école, Philippe Urfalino, Bernard Manin et Charles Girard. Ce sont ces questions que nous essayons d'aborder. Nous essayons d'aborder ces questions-là, mais ce qui est en jeu dans la théorie de la justice de Rawls, c'est de trouver des règles de moralité qui puissent nous servir à évaluer moralement les politiques mises en œuvre. Alors, je dis bien c'est une évaluation morale, c'est-à-dire une évaluation par rapport à un ensemble de règles et de principes normatifs. À partir des principes qui sont ceux sur lesquels nous devrions nous entendre en démocratie, nous devons être capables, en tant qu'acteurs politiques, de justifier l'action qui est la nôtre et, en tant que citoyens, de critiquer nos institutions si nous estimons qu'elles ne fonctionnent pas de façon juste. Cette double fonction que nous avions voulu mettre en évidence dans le titre, c'est une version française, le titre américain ne correspond pas du tout disons, au titre français, mais ce que nous avions voulu mettre en évidence avec Véronique Munoz-Dardet dans cet ouvrage, qui est une traduction commentée d'un entretien de Rawls avec des étudiants, c'est cette double fonction de justification et de critique qui constitue le soubassement moral de la vie politique démocratique qui devrait être la nôtre. Quelle conclusion peut-on en tirer concernant la moralité de nos représentants? Cette conclusion me paraît extrêmement simple. Les pratiques immorales de certains membres de la classe politique n'ont aucune justification puisque nos régimes démocratiques reposent sur deux présupposés qui, l'un et l'autre, font de la moralité publique le fondement de la politique. Premier présupposé,
D'un point de vue que j'ai appelé formel pour simplifier le propos, le rôle de la souveraineté est de rendre possible une vie civile entre les citoyens en faisant en sorte que la loi s'applique et que les règles de la moralité publique soient effectives. Cette idée est une idée extrêmement simple. C'est une idée très puissante. Jean Bodin, le juriste angevin Jean Bodin, était un grand génie. C'est cette idée qu'il formule. D'un point de vue substantiel, c'est-à-dire du point de vue du contenu de la moralité publique, la fonction des principes de justice est de nous permettre de construire des justifications morales des politiques publiques, que ce soit dans le domaine universitaire, économique ou dans n'importe quel domaine relevant des politiques publiques. Donc on a ici, si vous voulez, on dispose en quelque sorte de deux outils considérables et fondamentaux. L'outil de la souveraineté pour la mise en œuvre et l'application des règles de la moralité publique, s'assurer que cette moralité publique n'est pas une parole vaine, mais qu'il y a des sanctions qui accompagnent le non-respect des règles de la moralité publique. Et deuxièmement, nous avons également un outil qui me semble effectivement très puissant, qui est cette théorie de la justice, nous donnant en quelque sorte des outils d'évaluation des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et j'insiste beaucoup sur ce point. C'est peut-être une question sur laquelle on pourra revenir ensuite dans la discussion. Le fait que la théorie de la justice est une théorie qui a un horizon critique, mais critique en un sens bien défini. C'est à la fois un horizon normatif, mais c'est le fait que cet horizon soit normatif qui rend possible en quelque sorte une critique de nos institutions. Que vaut alors, et ce sera mon dernier mot, que vaut alors l'argument du machiavélisme selon lequel, dans certaines situations, il faudrait recourir à la violence et à la ruse? C'est un argument le plus souvent paresseux qui vise à dissimuler derrière la raison d'État et ses secrets de cabinet les aspirations immorales de certains responsables politiques. On peut être d'accord avec Rousseau qui disait que Le Prince de Machiavel est le livre des Républicains. Si l'on est capable de comprendre la dimension ironique du Prince de Machiavel, agir comme César Borgia dans une démocratie, c'est non seulement immoral, parfois même, on l'a vu, contre-productif, mais de surcroît, comme le montrent aussi de récentes affaires, cela peut être comique. Merci. Mais merci infiniment pour cet exposé particulièrement clair et je dirais, presque provocateur quand même, malgré tout, sur un certain nombre d'objets sur lesquels nous avons l'habitude de discourir en ce moment. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de prendre tout de suite la parole. Voilà, mon privilège de présider m'autorise aussi à le faire. Et en vous écoutant, je me suis posé une question là tout à coup, parce que vous parlez de moralité de nos gouvernants. Et en même temps, ce qu'ils font n'est pas immoral ou amoral, c'est juste illégal, au fond. Ouais. Et il existe tout un arsenal pour qualifier ça de termes légaux ou pas légaux. Pourquoi utiliser le terme de moralité? Je me suis demandé, là, c'est peut-être la petite fibre psychanalytique que j'ai, qui résonne, si ce n'était pas un symptôme. Un symptôme au sens analytique du terme, c'est-à-dire que le symptôme, c'est l'avantage d'être à la fois une conséquence et la solution à la conséquence. Une conséquence, c'est-à-dire la conséquence de ce que vous dites, au fond, les fondements ne reposent pas sur une morale particulière, et ce défaut-là est quand même crucial, malgré tout, malgré toutes les solutions imaginées. Et donc la conséquence, c'est qu'au fond, certains peuvent s'autoriser ce qu'ils veulent, mais lorsqu'ils se l'autorisent, finalement, il y a une sanction qui vient, et qui nous laisserait entendre que, si, il y en a peut-être quand même. Alors, elle est impossible à toucher, mais le fait d'épingler cela en termes de moralité laisserait supposer qu'il pourrait y en avoir une. Et en sens, ça m'évoque vraiment la question du symptôme, quasiment au sens freudien du terme. Non? Oui, tout à fait. Non, mais je n'avais pas pensé à cette piste-là, mais le point important, effectivement, c'est cette idée qu'il y a,
en quelque sorte que les fondements de notre vie collective sont des fondements fragiles. Il y a une fragilité du substrat normatif. Et quand on fait de la politique, quand on exerce des responsabilités, on peut être tenté en quelque sorte de se rappeler. Enfin, on se souvient, même si c'est un souvenir inconscient, on se souvient effectivement de cette fragilité. Et par rapport à cette fragilité, effectivement, il y a deux voies. Il y a la voie qui est la voie suivie par nos institutions, qui est la voie effectivement suivie par Rawls et Hobbes, à savoir construire sur un fondement fragile une moralité publique qui elle-même s'appuie sur la conscience de cette fragilité. Et puis il y a la deuxième voie, que j'ai écartée un petit peu rapidement, mais qui est celle de l'amoralisme, et de se dire, puisque ces fondements sont si fragiles, puisqu'au fond, il n'y a pas une conception forte de la vie bonne, allons-y gaiement. Pourquoi se gêner? L'essentiel sera effectivement d'éviter d'être pris. Donc cette hypothèse du symptôme me paraît intéressante. Oui, je pense qu'effectivement, un certain nombre d'affaires qu'on voit actuellement, et pas seulement en France, sont des symptômes. Alors là, pour le coup aussi, sont peut-être aussi le symptôme d'une formation un petit peu légère de nos dirigeants, et aussi les symptômes d'une fragilité de leur conception de la moralité. À l'inverse, on pourrait se dire, dans des situations, notre situation n'est pas catastrophique, notre situation n'est pas la pire que la France ait connue. Quand on réfléchit au préfet Jean Moulin en juin 1940, seul face à l'armée allemande, il y a eu des situations beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles, et dans lesquelles, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Il représentait en quelque sorte les autorités françaises, et il est resté pour jouer son rôle jusqu'au bout. Alors bon, on ne demande pas à tous les fonctionnaires et à tous les hommes politiques de jouer les Jean Moulin, mais l'idée simplement, le souvenir en quelque sorte de ces modèles, disons, d'action morale à l'intérieur, disons, de la sphère politique, pourrait, disons, éclairer certains au moment de commettre un certain nombre de malversations qui sont sur le fond, c'est ce que je disais à la fin, comiques, pathétiques et comiques. Merci beaucoup. Olivier Quédard. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette discussion, et en même temps je vous remercie assez faiblement parce qu'à vrai dire je ne suis pas spécialement préparé, ni je n'ai pas réellement a priori de raison de discourir sur les rapports de la morale et de la politique, parce que je ne suis pas politiste, je ne suis pas philosophe, je suis juriste. Et en même temps, d'ailleurs, vos deux interventions ont commencé à me réjouir, puisque finalement, on se rend bien compte qu'au fond des choses, on tourne toujours autour de à peu près chose qui en fait rend la question qu'il s'agit de débattre rapport entre morale et politique un peu obscur, c'est qu'on sent bien qu'il y a quand même autre chose dont il s'agit, qui est la question du droit. Moi, je dois dire, je suis à peu près d'accord avec tout ce que Luc Foineau a pu dire, mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ce qui organise la vie publique dans une démocratie moderne et qui la moralise, c'est-à-dire qui assujettit les acteurs de ce système politique au respect d'un certain nombre de règles de moralité, c'est tout simplement, historiquement, ce qu'on appelle le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel est né à la fin du XVIIIe siècle du travail de réflexion des penseurs politiques dits des droits de l'homme. Et le droit constitutionnel n'est évidemment pas séparable de l'arrière-plan des droits de l'homme, c'est-à-dire finalement de très exactement ce que Hobbes appelle le droit de nature, et qu'il théorise dans le rapport que ce droit de nature entretient avec la loi de nature, c'est-à-dire avec l'idée que le droit que chacun a de disposer de soi librement pour finalement assurer sa conservation doit être relativisé par la considération du fait qu'il faut concilier cette exigence avec celle de tous les autres membres de la collectivité, et que donc il faut admettre une limitation à l'étendue de ses pouvoirs, de déterminer par soi-même ce qui est bon pour soi-même, et ça veut dire s'assujettir à la loi, et à quelle loi? Pas la loi de la morale, à la loi
positive, à la loi civile, à la loi du souverain. Donc nécessité de se doter d'un souverain pour édicter une telle loi, d'une théorie de la souveraineté pour se doter d'une autorité de commandement. Pour qu'il y ait du commandement, il faut qu'il y ait un commandant. Donc pour qu'il y ait un commandant, il faut construire une souveraineté artificielle. Donc il faut du droit constitutionnel. Globalement, c'est ce à quoi ça revient. Ce qui fait que, dans un premier temps, parler de morale ou de moralité publique, ça revient à peu près au même que de parler de droit. J'ai parlé de droit constitutionnel, mais disons droit de manière plus générale. C'est d'ailleurs ce que je suggérais tout à l'heure dans un certain nombre d'illustrations qu'on pourrait trouver pour tâcher de réfléchir de manière un peu concrète sur ces questions. Mais en même temps, on dit politique, c'est la même chose. Moi, quand on dit politique, je me demande de quoi on parle. D'ailleurs, vous-même, vous avez parlé de politique législative, puisque finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la politique? Essentiellement, on fait des lois. Des hommes politiques se soumettent au suffrage de leurs concitoyens pour parvenir au pouvoir, mais une fois qu'ils y sont parvenus, évidemment, ce qu'ils font, c'est des lois. Et donc, pour moi, la politique, l'action politique, la politique publique, c'est d'abord et avant tout une législation et une action législative. Ce qui veut par conséquent dire que le sujet, le rapport entre morale et politique, ça revient à une analyse du rapport entre le droit et le droit. Moi, c'est comme ça que je vois le sujet. C'est-à-dire, en gros, pour répondre à la question, finalement, on peut dire qu'il existe, au terme d'une évolution lente, qui a mis 2 bons siècles dans le cas de la France et de la plupart des pays européens, et qui est ce qu'on appelle l'histoire du constitutionnalisme. On est parti de l'idée qu'il fallait du droit pour organiser précisément la vie démocratique, même si c'est d'ailleurs les dispositions juridiques fines pour véritablement mettre en place des règles du jeu claires de fonctionnement démocratique sont toutes récentes, puisque, par exemple, à propos de la moralisation de la vie politique, les lois ne remontent que, pour les plus anciennes, aux années 80. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a commencé à se doter de certaines lois à propos du financement des partis politiques et des campagnes électorales. Alors, il y a bien une vingtaine de lois depuis, mais enfin, cela dit, il n'y en a pas eu avant 1985, si mes souvenirs sont bons. Même 88, d'ailleurs. Et, le point de départ, fin du XVIIIe siècle, se doter d'institutions, de règles du jeu, idée qu'il doit faire une différence entre un pouvoir qui fait la Constitution et qui est le pouvoir constituant, et des pouvoirs qui sont assujettis au respect de la Constitution, que sont les pouvoirs constitués, sachant que le gouvernement est assuré par le pouvoir constitué, par les corps constitués, comme on dit, qui, par conséquent, étant assujettis à une règle de droit, doivent pouvoir donner lieu à une évaluation en termes de légalité ou d'illégalité, finalement, trouve quand même une sorte d'aboutissement assez tardivement en Europe, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, quand on se dote de cours constitutionnels, quand la plupart des pays européens se dotent de cours constitutionnels pour tout simplement sanctionner les contradictions faites par les lois ou les législateurs aux règles de la Constitution. La justice constitutionnelle, ça n'est jamais que... Alors, ce qui fait que les choses sont très compliquées, parce qu'à partir du moment où on dit que ce sont des règles de droit qui vont assurer la moralisation de la vie politique, qu'on va donc doter les États de textes solennels qu'on a appelés des constitutions pour dire que les lois qui seront faites devront s'y conformer. Si le dispositif s'accompagne nécessairement ensuite d'une justice pour sanctionner les infractions au droit constitutionnel, alors il ne s'agira pas simplement d'écrire des constitutions, il faudra ensuite rendre la justice constitutionnelle et remettre ce pouvoir d'évaluation à des juges professionnels dits juges constitutionnels. Et tout le monde sait que cette organisation du pouvoir politique, qu'on appelle l'état de droit, est quelque chose qui entre en contradiction à beaucoup d'égards avec la démocratie. Puisqu'on aboutit à une forme de gouvernement des juges. C'est les juges qui font la politique, puisque ce sont naturellement les juges qui, par le pouvoir d'interprétation, déterminent très précisément ce à quoi les législateurs, les hommes publics sont tenus. Donc la question devient complexe, parce que même si on se dote à la rose, indépendamment des conflits de valeurs morales qu'il peut y avoir au sein de la société, de règles purement formelles, comme en effet on peut avoir le sentiment que ça a été le cas à la fin du XVIIIe siècle avec la mise en place des institutions démocratiques américaines, anglaises et françaises, se trouve deux siècles plus tard avec un problème d'antagonisme entre le monde des politiques et le monde des juges. Et d'ailleurs, c'est bien d'ailleurs ce qui illustre l'actualité, c'est que tout ça, finalement... Alors,
D'ailleurs, juste d'un mot pour évacuer la question et ne pas y revenir ensuite. Effectivement, je suis totalement d'accord avec vous pour considérer que ce qu'on appelle les scandales politiques qui défraient la chronique actuellement, et d'ailleurs pas depuis récemment, qui la défraient de manière chronique dans toute l'histoire de la Ve République, l'histoire de financement des partis politiques, c'est pas des questions de morale, c'est des questions juridiques. C'est bel et bien des lois qui assujettissent les différents partis politiques à des modalités pour leur financement et pour le financement des campagnes électorales qui sont respectées ou pas respectées. Quand c'est pas respecté, c'est une question d'illégalité et non pas d'immoralité. Il se trouve que, simplement, là où on pourrait dire qu'il y a une question de moralité, c'est même pas une question de moralité, c'est une question tout simplement finalement de logique la plus élémentaire. Mais il est évident que la question de la logique et la question de la morale peuvent être parfaitement... Enfin, on peut avoir des théories de la morale ou de l'éthique qui soient des théories de la rationalité ou de l'argumentation logique. Cela dit, bon, évidemment, dans le cas de ces lois, il se trouve qu'on comprendrait mal que les intéressés ne s'y assujettissent pas, puisqu'ils en sont par ailleurs les auteurs. Les hommes politiques qui ne respectent pas les règles de financement des partis politiques sont quand même assez malvenus pour le faire, puisque ce sont eux qui ont produit les lois en question. Et donc, je trouve que le sujet, je ne sais pas s'il est traitable, je le trouve très difficile à comprendre, très difficile à cerner, que la définition même des termes est très, très complexe. Et finalement, je ne suis pas certain d'être d'être si peu que ce soit en mesure de dire quelque chose d'intéressant pour vous. Je suis désolé. C'est trop tard. Donc, je vais essayer de donner des illustrations de problèmes, en fait, sur la question de la moralité, qui montrent que c'est pas clair. Par exemple, j'ai dit ce sur quoi, finalement, les États modernes se sont mis d'accord à partir de la fin du XVIIIe siècle. Vous l'avez résumé par le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Donc, effectivement, même si c'est peut-être un peu très typiquement français de considérer que c'est parfaitement universalisable et que le triptyque de la République française puisse valoir pour l'humanité tout entière. Enfin, le fait est en tout cas qu'en France, il y a peu de discussions sur la pertinence de tels concepts. Bon, il se trouve que, en réalité, aujourd'hui, dans le monde contemporain, notamment la liberté, est quelque chose qui fait l'objet de très vives discussions chez les juristes, mais aussi chez les philosophes, et qui conduit à non pas une moralisation de la vie publique, mais à une politique de la morale. Oui, parce que c'est ça que je veux dire, pour dire les choses plus directement. C'est que ce que je trouve de typique de la période contemporaine, c'est le fait que précisément nous nous réunissions pour y réfléchir le rapport entre morale et politique. Le fait même qu'on utilise le mot morale est, à mon avis, typique de la période que nous traversons. Il y a une sorte d'obsession de la morale et une sorte d'ailleurs de fétichisme de la morale dans le vocabulaire. D'ailleurs, depuis quelque temps, on dit morale, alors que pendant la période des années 80, on disait éthique. Bon, on parlait grec au lieu de parler latin, mais on parlait évidemment strictement de la même chose. Et l'éthique a été très, très, très en avant dans les années 80, en particulier dans le domaine de la bioéthique et des lois dites bioéthiques qui ont été concoctées à cette période. Et en réalité, la préoccupation éthique ou morale est très présente, au moins déjà dans un premier temps dans la doctrine juridique, dans la littérature, dans la philosophie politique, depuis la Seconde Guerre mondiale. Globalement, évidemment, les événements de la Seconde Guerre mondiale, des totalitarismes, essentiellement du nazisme, a mis en crise les sociétés occidentales, et en particulier celles qui, jusqu'ici, se prévalaient des valeurs des droits de l'homme, dont les libertés, l'égalité et la fraternité, en considérant que ça suffisait à garantir une forme, peut-être pas de moralité, mais en tout cas de respect par les gouvernants d'un certain nombre de règles qui garantissent aux gouvernés la possibilité de rester des hommes, c'est-à-dire d'être libres et égaux. Le schéma du contrat social. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas suffi, en tout cas, de se doter de telles règles. Et alors, il y a un certain nombre de concepts qui ont été forgés par les juristes, d'ailleurs, dans un premier temps, comme en particulier celui de crime contre l'humanité, qui, sans qu'on s'en rende compte immédiatement, a eu des effets tout à fait dévastateurs, tout à fait subversifs, des concepts sur lesquels on s'était appuyé pendant 150 ans, dits des droits de l'homme. Et très rapidement, d'ailleurs, une expression est venue s'ajouter à celle de crime contre l'humanité et qu'on a vu apparaître dans un certain nombre de textes juridiques, des constitutions d'abord, comme en particulier la constitution allemande,
ou des textes internationaux, comme le texte de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Cette expression, c'est dignité de la personne humaine. Le terme dignité de la personne humaine est apparu de manière très marquée, très systématique et de façon grandissante dans un certain nombre de textes, dans un premier temps, et de jurisprudence dans un second temps. En particulier, la France a connu la mise en œuvre du concept de dignité à beaucoup d'égards, de manière croissante, à partir justement d'ailleurs de la question bioéthique, à partir de la loi bioéthique. Le respect de la dignité de la personne humaine est devenu une valeur constitutionnelle. C'est pas dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel dit que c'est dans la Constitution quand même. L'avantage d'un juge constitutionnel, c'est que ça permet d'ajouter au texte ce qui n'y figure pas et de dire que c'est comme si ça y était. Donc ça fait... Et c'est une particularité du droit. Et donc, à partir du moment où on a considéré que la dignité de la personne humaine était une exigence constitutionnelle, on a pu faire jouer cette valeur morale éminente dans un sens qui était venu totalement contredire la manière dont on concevait les droits de l'homme jusqu'ici. Par exemple, je donne cet exemple qui est d'ailleurs maintenant très connu, parce qu'à beaucoup de reprises, on a eu l'occasion d'évoquer dans la presse. C'est un cas qui a été jugé par le Conseil d'État il y a maintenant 20 ans, qui date de de 1995, qui est l'arrêt dit du lancer de nain, commune de Morsan-sur-Orge, où le Conseil d'État valide l'interdiction faite par un maire au nom de l'ordre public, qui est l'argument qu'il peut invoquer juridiquement pour mettre en œuvre son pouvoir de police, et notamment d'interdire une activité par ailleurs totalement licite dans son principe, c'est-à-dire une activité de spectacle. Donc interdire le spectacle de lancer de nain, c'est-à-dire le spectacle de quelqu'un qui se faisait lancer par des spectateurs dans une boîte de nuit et qui consistait à demander aux spectateurs de jouer au jeu du lancer de nain, c'est-à-dire de lancer le nain le plus loin possible. Donc le maire a interdit ce spectacle en disant qu'il était attentatoire à la dignité de la personne humaine et en considérant que cette atteinte à la dignité de la personne humaine était un élément, une composante, comme on dit, de l'ordre public qu'il a précisément pour mission de faire respecter dans le cadre de sa commune. Le Conseil d'État, c'est-à-dire le juge administratif, c'est-à-dire le juge du pouvoir exécutif de l'État, a validé, c'est-à-dire a considéré que le maire avait raison de prendre cet arrêté d'interdiction et d'invoquer l'argument de la dignité humaine. Bon, le problème qui est apparu immédiatement, c'est qu'on avait donc utilisé l'argument de la dignité pour interdire à un nain de porter atteinte à la dignité des nains. Et donc, non pas de faire jouer le concept de dignité humaine et de respect qui est dû à l'humanité en tant que genre, à ce qui va transcender, qui fait que la question n'est pas un rapport de soi à autrui, mais de soi à l'humanité. Ce qu'on demande aux nains, c'est pas de respecter l'humanité d'autrui, mais la sienne propre, sa propre humanité, de respecter l'humanité qui est en lui, en refusant de lui-même se laisser traiter en chose, de se laisser traiter en simple projectile, en simple objet qu'on peut manipuler comme un javelot ou comme un poids. Et faire de cette question, en plus, qui est une question de rapport de soi à soi, c'est-à-dire de rapport de soi de chacun d'entre nous à la propre humanité, qui est sa propre humanité, en faire en plus une question d'ordre public, c'est tout à fait prodigieux. C'est dire strictement le contraire, de manière absolument frontale, de ce que précisément Hobbes pouvait dire dans sa distinction entre état de nature et état social, ou Rousseau. Enfin, s'il y a bien quelque chose qui caractérise l'état de nature, c'est justement le rapport de l'individu avec lui-même. C'est justement ce que Hobbes appelle le droit de nature, le pouvoir de déterminer par ses propres jugements ce qui est bon pour soi, le pouvoir de disposer de soi, quoi, globalement, tant qu'on n'implique pas autrui dans la disposition de soi, tant que ça ne concerne pas le tiers, tant que ça ne concerne pas la société, tant que les intérêts de la société ne sont pas concernés. Jusqu'ici, on considérait que l'ordre public, c'était l'ordre de la société. Désormais, l'ordre public devient, avec l'argument de la dignité, une question de rapport de soi à soi, c'est-à-dire de l'individu solitaire, c'est-à-dire de ce qu'on appelait avant l'état de nature. Il y a donc de l'ordre public dans la nature. et donc, s'il y a de l'ordre public dans la nature, ça veut par conséquent dire qu'il n'est plus du tout possible de penser les droits de l'homme
et de penser la limitation des droits d'homme en termes de considération pour la société. Il s'agit de considérer la protection de l'humanité en tant que genre, ce qui permet donc d'assujettir les individus au respect de leur propre humanité, autant que le respect des individus des autres individus. Donc, si je dis ça, c'est que maintenant, la dignité des personnes humaines, on la met à toutes les sauces. Il en est question partout. Il en est question... D'ailleurs, en matière de police, ça a été réédité tout récemment à propos de l'affaire Dieudonné, de faire de la question du respect de la dignité une question d'ordre public et de l'appliquer dans la matière de la police administrative. Mais peu importe, parce que dans l'affaire Dieudonné, la chose était quand même différente, puisqu'il s'agissait bel et bien de la dignité d'autrui, et non pas de la dignité de l'intéressé. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que la question des dignités est devenue une sorte maintenant de mot quasiment... Enfin, je ne sais pas, mot-clé, c'est un mot, c'est très en deçà de ce que je voudrais exprimer. C'est une sorte d'abracadabra qu'on utilise pour trouver une solution à tout problème moral. Tout problème est posé dans ces termes, et la solution apparaît à chaque fois comme évidente, c'est-à-dire comme étant d'une très grande simplicité. Or, cette politique de la dignité, c'est tout à fait une politique de la dignité qu'on voit s'appliquer à des tas de domaines. Par exemple, une des illustrations législatives les plus récentes et les plus flagrantes et les plus discutables également à mes yeux, ça a été la fameuse loi interdisant la dissimulation du visage, c'est-à-dire interdisant le port de la burqa pour le respect de la dignité de la femme, mais qui est opposable à des femmes qui volontairement portent la burqa, qui ne sont pas obligées de le faire par un mari ou un tuteur, mais qui décident pour exprimer leur conviction religieuse de porter la burqa. Ces femmes, au nom du respect de leur propre dignité, sont assujetties à des poursuites pénales, sous forme d'amende, mais de poursuites pénales quand même. Donc, cette mise en avant en permanence de la dimension morale des choses, qui est évidemment, en fait, une sorte de label permettant de promouvoir des lois, soit des lois ayant une préoccupation sociale, une préoccupation sociétale, évidemment le mariage pour tous aussi, où les arguments moraux ont pullulé des deux côtés. C'est le moyen, en gros, tout simplement, rhétoriquement, de faire entraîner une adhésion pour ou contre l'adoption d'une réglementation quelconque. C'est un discours qui accompagne le droit, avec cette idée sous-jacente, en permanente, que ce qui doit être moral, ce n'est pas la politique, mais c'est le droit lui-même. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une subordination du droit à la morale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, en gros, une sphère de normativité supérieure à celle du droit. Cette forme de raisonnement, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la théorie du droit naturel, ou comme on dit, le juste naturalisme, et qui lui-même est une expression qui ne veut rien dire, puisqu'on doit distinguer, comme tout le monde sait, entre le justnaturalisme moderne et le justnaturalisme classique, et les deux familles, par exemple, entretiennent des rapports complètement contradictoires. Donc, une fois qu'on a dit justnaturalisme, on n'a toujours rien dit. Donc, voilà, c'est tout ça qui me vient à l'esprit quand on me demande de m'exprimer sur le rapport entre morale et politique, c'est-à-dire qu'il me vient à l'esprit énormément de choses, d'une très grande complexité, marquant beaucoup de tensions entre les concepts qui ont tendance à pulluler dans une ambiance contemporaine, ce qui sur le terrain, peut-être pas intellectuel, mais en tout cas sur le terrain pratique, notamment de la manière dont les hommes politiques concoctent leurs lois, me semble être beaucoup plus brouillard. Il y a beaucoup plus de brouillard que de clarté et de lumière. Et plus on dit morale, plus, pour ce qui me concerne, je considère qu'on entre dans la fumée. Et que malheureusement, ce n'est pas forcément au bénéfice tout simplement de la compréhension de ces institutions par le citoyen. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir éclairé sur cette complète obscurité du terme et de nous avoir montré à quel point finalement utiliser ce terme de morale aujourd'hui n'était pas nécessairement fondé. Et pourtant, en même temps, quand je vous écoute, c'est peut-être pas complètement fondé, mais c'est redoutablement efficace. C'est redoutablement efficace, et à ce titre-là, je ferai deux remarques par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est très efficace pour ce que vous avez dit de la vie politique, où, en vous entendant, la vie politique, finalement, c'est les gouvernants, quoi. Quand on parle aujourd'hui de la vie politique, moraliser la vie politique, c'est moraliser les gouvernants. C'est pas l'ensemble de la vie de la société, c'est ceux qui tiennent les rênes. Et qu'au fond, pour
gouverner les gouvernants, l'argument de la moralité est particulièrement efficace. Et ça, je trouve que c'est un point qui mérite d'être souligné. De l'autre côté, l'autre exemple que vous avez pris avec la dignité humaine, là, on est presque, je dirais, dans le symétrique complet. On est au niveau de l'individualité la plus simple, la plus ordinaire, et que l'argument majeur qui permet de gouverner cette individualité, c'est encore une fois un argument moral, quand bien même l'écran de fumée est là. L'écran de fumée, on sait bien que les écrans de fumée, ça fonctionne super bien. Si vous mettez de la fumée, vous ne voyez pas, et les choses se font. Et donc, je trouve que là, il y a un effet qui justifie pleinement la table ronde qu'on a organisée, à savoir qu'il y ait aussi une sociologue, anthropologue, pour que l'on puisse saisir derrière ces discours, voilà, qui sont des discours plus, je dirais, des principes. Comment ça se fait dans la réalité, comment ça fonctionne, et comment, justement, on gouverne au cas par cas, on gouverne les individus, avec aussi des arguments, parfois pas seulement des arguments, des jugements moraux, mais je trouve qu'il y a là un point tout à fait essentiel pour comprendre que ce n'est pas parce que les choses sont fondées qu'elles fonctionnent. C'est inquiétant. Pour vous. Oui, pour nous, c'est un délice. Donc, en effet, je vais partir quant à moi, d'une observation beaucoup plus circonscrite, d'un terrain, vraiment, à échelle de fourmi par rapport aux débats qui ont eu lieu jusque-là. Simplement, pour commencer, j'aimerais dire, moi, la façon dont j'ai compris ce titre-là, la morale en politique, c'est d'une façon différente de ce qu'on pourrait entendre par exemple, la morale en finance ou la morale en entreprise. Ce n'était pas dans ce sens-là, mais j'ai plutôt essayé de voir comment est-ce que je pouvais, à partir donc, du terrain concret que j'ai ethnographié, sur lequel j'ai travaillé, réfléchir l'articulation entre morale, politique et droit. Parce qu'en effet, il s'agit de comprendre comment se fabrique le droit, non pas à travers, en regardant la machine législative, en partant de la fiction ou de l'histoire de la démocratie représentative, mais en regardant comment est-ce que le droit se fabrique en situation, sur une question qui est chargée d'enjeux moraux, qui est la question de l'enfermement des étrangers. Chargée d'enjeux moraux, puisque, comme Didier Fassin a pu la décrire comme mettant en œuvre une économie morale polarisée par la répression d'un côté et la compassion de l'autre, il y a un ensemble de lois, comme on sait, et de pratiques qui, depuis plus de 30 ans, plus particulièrement depuis plus de 30 ans, essayent de contrôler la circulation et l'entrée et le séjour des personnes non françaises et non européennes aujourd'hui sur notre territoire. Et en dernier lieu, ces pratiques-là et ces règles-là, on arrive à la question de, donc, quand on veut contrôler le mouvement, la circulation d'une personne qui, elle, veut continuer à circuler, c'est la question de l'enfermement. Et la façon dont les frontières, non seulement nationales, mais européennes, se sont construites à travers la figure, à travers l'espace du camp d'enfermement, du lieu, du centre fermé. Donc, à la base, c'est une question politique de migration, parce que c'est une question de contrôle migratoire. Il y a une situation de base. Donc, dans le monde dans lequel on vit, les inégalités globales sont beaucoup structurées autour de l'accès à la mobilité. Certaines personnes ont le droit de circuler librement. Certaines personnes n'ont pas le droit de circuler librement. C'est fondamentalement injuste, mais c'est comme ça, puisqu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. À partir de cette situation-là, qui en fait, pour les raisons dont la France a traditionnellement géré la circulation des réfugiés, des populations coloniales, etc., a trouvé forme à travers les centres fermés, les centres de rétention administrative et les zones d'attente,
ce contrôle de l'État sur la circulation, en fait, a été et remonte à plus loin qu'il y a 30 ans, mais a été depuis 30 ans rendu visible et problématisé dans l'espace public à travers la question de ce que c'est, quel type d'état de droit ou quel type de démocratie sommes-nous, nous qui enfermons des étrangers. Donc en fait, on a une problématisation dans le champ du droit. Est-ce que l'État est légal? Est-ce que les pratiques administratives sont légales ou pas? Les pratiques d'enfermement sont légales et de contrôle sont légales ou pas? Donc une problématisation dans le champ du droit d'une question qui est d'abord une question migratoire. Mais la dimension où toute la question migratoire a été refondée, reposée, et c'est à partir du moment où il n'est plus question de eux, mais qu'il est question de nous, de quel type d'identité, quel type d'État sommes-nous, quel type de société sommes-nous, nous qui enfermons des étrangers. À partir de là, on a eu à la fois une réponse de l'administration, on a eu un certain nombre d'actions qui ont été possibles à travers des usages militants du droit, et on a eu une évolution et une mise en place d'un régime d'enfermement tout à fait spécifique et légalisé, qui est celui qu'on a aujourd'hui. Donc dans les années 2000, en fait, dans la dernière décennie, on peut dire qu'il y a à peu près 35 000 personnes par an qui étaient enfermées dans les centres de rétention administrative et 15 000 personnes par an qui étaient enfermées à la frontière. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter, donc je vais partir de cette question-là, je vais vous raconter l'histoire spécifique de comment ce régime-là s'est mis en place, et pour essayer ensuite d'en tirer quelques fils pour réfléchir à nos questions ou pas, et dans ce cas-là, au moins, je vous aurai donné des informations sur un sujet qui me tient à cœur. Donc, la question des camps a été problématisée à travers celle juridique de la détention arbitraire. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, particulièrement sur le cas de la zone d'attente de Roissy, moi, où j'ai fait mon terrain, à partir des années 80, les politiques de fermeture des frontières ont fait qu'on ne pouvait plus laisser rentrer des personnes qui arrivaient à Roissy, donc qui arrivaient aux frontières de la France, alors même qu'elles étaient en France, qu'elles étaient sur le territoire. Et l'administration s'est appuyée sur une fiction juridique qui était de dire, dans l'aéroport, la zone qui est entre les avions et le poste de douane est une zone internationale. Ce n'est pas la France, légalement. Donc, on peut y appliquer on n'est pas obligé d'y appliquer les règles de droit français. Et donc, la police va commencer à détenir les étrangers qui n'étaient pas admis dans les cellules de garde à vue de la police situées en zone internationale. Et cette pratique-là, en fait, va être contestée par des associations, un ensemble d'associations qui se mobilisent, qui s'organisent en front de pression et qui mènent le combat dans le champ du droit. Le point de départ, vraiment, c'est un choc sensible. Il y a une indignation morale, il y a la découverte de conditions, donc des personnes étaient enfermées dans les cellules de garde à vue étant trop petites, les salles d'attente d'Air France avaient été réquisitionnées, qui étaient des salles d'attente, des espèces d'aquariums humains, donc des salles d'attente tout en verre, et les personnes qui étaient retenues là, qui étaient enfermées là, donc il y avait des couvertures qui étaient placées autour des vitres pour empêcher les voyageurs de les voir. Et eux avaient uriné dans des bouteilles en plastique puisqu'on les empêchait d'aller aux toilettes et avaient placé ces bouteilles-là entre les couvertures qui les cachaient et les vitres pour essayer d'interpeller, pour rendre visible leur situation. Donc c'est les syndicalistes du personnel, des personnels aéroportuaires et des personnels de compagnies aériennes qui vont commencer à relayer ces informations-là de ce qui se passe dans les aéroports. Et il y a une question les associations de défense des droits de l'homme, de défense des droits étrangers sont interpellées par ce qui se passe là. Et cette question-là est reformulée pour être efficace, pour parvenir à quelque chose, est reformulée dans le champ du droit. En disant donc la détention arbitraire et cette frontière, donc la détention administrative, la détention sans contrôle du juge et sans décision du juge, et cette frontière qui sépare l'état de droit d'un état autoritaire. Nous sommes un état de droit et non pas un état autoritaire, donc nous ne pouvons pas pratiquer de telles formes d'enfermement. Le ministère de l'Intérieur est poursuivi en justice.
est condamné par la Cour d'appel de Paris en 92 pour voie de fait, donc pour détention arbitraire, en effet. Et à partir de là, le ministère de l'Intérieur est amené à légaliser ces pratiques, à créer la première loi qui va créer les zones d'attente pour personnes en instance. Et donc encadrer légalement l'enfermement des étrangers. Et en fait, quand on regarde cette histoire, il y a plusieurs... on peut remarquer plusieurs choses. C'est que, d'une part, donc, ce que fait la loi qui a créé les zones d'attente en 1992, ce n'est pas un changement radical par rapport au régime, au système qui existait avant la création des zones d'attente. Quand l'enfermement existait de fait, comme pratique administrative. Ce que va faire la loi, c'est que d'une part, elle va renommer, elle va dire donc les personnes ne sont pas détenues, puisque la détention arbitraire est interdite, mais elles sont maintenues. Donc elle va trouver un nouveau nom, qui euphémise également, et le lieu même s'appelle, ce nom est très suspendu, la zone d'attente pour personnes en instance. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est justement de ne pas nommer, ce qui est problématique. Mais d'autre part, la loi va solidifier certaines pratiques qui étaient déjà en vigueur, qui étaient déjà expérimentées. Parce qu'à partir du moment où le nombre de personnes enfermées aux frontières dans l'aéroport devient problématique à gérer et leur visibilité devient trop grande, pose des problèmes de maintien de l'ordre dans l'aéroport, toutes les personnes vont être regroupées dans un étage d'un hôtel qui est près de la gare RER, va être loué par le ministère de l'Intérieur et va être déclaré zone sous douane, donc continuation de la zone internationale. Et toutes les personnes vont être transférées dans cet étage-là. Et cette technique de gestion va permettre une meilleure gestion concrète du maintien, puisque la police n'aura plus à aller d'aérogare en aérogare, mais tout le monde sera regroupé au même endroit, et les refoulements seront plus faciles, les entretiens de demande d'asile sont plus faciles, etc. Donc on a vraiment une logique gestionnaire qui se met en place au bout d'un moment quand la pratique commence à s'inscrire dans la durée. Et cette logique gestionnaire-là qui est mise en place au départ pour agrandir l'efficacité du contrôle, pour minimiser les coûts, à la fois les coûts symboliques et les coûts réels, et pour augmenter l'efficacité et la rapidité, va être réinscrite dans la loi, qui va dire, voilà, on va avoir des conditions de type hôtelière. Les personnes doivent être maintenues dans des conditions de type hôtelière, et la zone d'attente va être délimitée par le préfet de police, de façon tout à fait légale, à cet étage-là de l'hôtel qui avait été loué. Donc ce qu'on voit ici, c'est que l'outil du droit est utilisé à un moment parce que, et derrière le droit, il y a quand même un argument moral, rendre transparent, rendre démocratique les conditions non démocratiques de la démocratie, comme disait Étienne Malibar. Essayer de se repositionner aussi, parce qu'un autre argument qui a beaucoup été utilisé, c'est aujourd'hui ce pouvoir discrétionnaire de la police s'étend à des populations étrangères. Demain, qui ne nous dit pas si ce type de pratique est connu mais toléré, que ça ne s'étende pas à de plus grandes parties de la population. Donc on voit ici comment est-ce que cette crise fondamentale de la culture européenne de la Deuxième Guerre mondiale joue encore par détente dans les discours, dans le cadrage moral, dans le cadrage discursif de la question. Donc cette question-là est problématisée d'une certaine manière, non plus comme une question de gestion de migration, mais comme une question de liberté fondamentale. Mais la légalisation confronte les acteurs à des gains paradoxaux, puisque d'une part, donc, se pose la question, alors quand on a des pratiques comme celle de l'enfermement des étrangers et qu'on s'y oppose, est-ce qu'il faut demander la fermeture de ces centres, ou est-ce qu'il faut demander leur ouverture, pour que les acteurs associatifs eux-mêmes puissent aller y travailler, offrir un soutien juridique aux étrangers, etc. D'autre part, les associations qui ont mené la bataille dans le champ du droit ont gagné des batailles juridiques. Mais en même temps, gagner des batailles juridiques n'a pas empêché que se passe en même temps et de façon légalisée une accélération et une extension du contrôle aux frontières et une plus grande performance, efficacité de ce contrôle-là. Et donc on voit comment est-ce que le droit est confronté à une nouvelle, à une question qui est peut-être pas nouvelle, mais en tout cas qui s'est posée. C'est que de la conception classique qui était le droit est un outil pour gérer la violence en démocratie,
se pose une nouvelle question qui est que faire de ce nœud entre droit et violence qui se construit au sein même de l'état de droit. Comment repenser les choses quand le droit devient un outil de pouvoir comme les autres et quand les acquis, la légalisation peut être convertie en mécanisme disciplinaire, en mécanisme de contrôle, etc., en gain à ces niveaux-là. Donc voilà la nouvelle question à laquelle a se confronter cette société qui s'est posée la question du contrôle migratoire en termes de son identité propre, son identité démocratique. Et à partir de là, moi, je peux faire deux groupes, deux séries de remarques. J'ai le temps ? Deux séries de remarques par rapport à nos questions. C'est d'une part que ce qu'on remarque qui est peut-être intéressant dans cette histoire-là, c'est la convertibilité du registre des affects et du registre des droits. Et du registre du droit. Ça, c'est un élément sur lequel deux auteurs particulièrement peuvent nous aider à penser, et des deux côtés. En fait, à la fois des côtés, parce que cette question de l'enfermement des étrangers, elle est à la fois, elle suscite à la fois elle cristallise des enjeux moraux, à la fois du côté des mobilisations citoyennes, des mobilisations collectives qui sont extrêmement créatives en termes d'usage du droit, etc. Et elle cristallise aussi des enjeux moraux en termes de séduction électorale et reprise, chose qu'on sait très bien, de reprise des thèmes de l'extrême droite par différents gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais en tout cas, des deux côtés, cette question de la convertibilité du registre des affects en registre du droit se pose et s'observe. Celui qui peut l'aider, qui a touché ou qui a un petit peu creusé cette question-là en sociologie, c'est James Jasper, qui a écrit un livre qui a beaucoup travaillé sur les formes de mobilisation collective plutôt aux États-Unis. Écrit un livre qui s'appelle L'art de la protestation morale, dans lequel, finalement, il en vient à analyser plus finement la notion d'indignation. Et il fait remarquer que l'indignation est toujours quelque chose qui intervient après coup, en second lieu. C'est-à-dire que l'indignation, c'est la conversion d'un certain d'émotions et de réactions émotives, affectives, en un registre discursif. Et ça, on le voit tout à fait en action. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Quand on observe vraiment dans le détail comment s'est construite la mobilisation juridique autour de l'enfermement des étrangers. Comment à partir du choc émotionnel et du choc sensible aussi de morts aux frontières, de personnes qui étaient mortes pendant leur expulsion ou de conditions d'enfermement à l'intérieur des aéroports, comment à partir de ce choc sensible-là, c'est reformulé, c'est encadré moralement un discours qui était nos états de droit ne peuvent pas avoir de telles pratiques. D'un autre côté, Jacques Rancière a travaillé, lui, dans son livre Au bord du politique, sur ce principe qui pour lui fonde le consensus dont je parlais au début, cette phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Il a consacré un chapitre à l'analyse de ce consensus-là. Et ce principe-là, c'est un principe de convertibilité de l'objet du sentiment en objet de la loi, comme il le dit, ou plus particulièrement de convertibilité entre l'objet de la peur et l'autre que l'État doit définir pour l'expulser, qui devient donc objectivé dans la loi. Cette convertibilité dont je parle entre le registre des affects et le registre du droit nous permet, je pense, de repenser ou de reposer autrement la question de la juridicisation de nos sociétés, qu'on pense beaucoup en termes de recul du politique. Mais en fait, on voit bien que là, à travers cette question-là, c'est pas vraiment un recul, c'est plutôt un déplacement qui est
très vivant, très actif, très productif, qui est un champ de bataille, qui est un champ de pouvoir et donc qu'il est fructueux de penser. En tout cas, c'est le registre politique dans lequel on vit assurément. Seconde série de remarques, c'est essayer de revenir à ce paradoxe que j'ai énoncé quand j'ai parlé de la légalisation, de la création des zones d'attente, de cette idée qu'on n'est pas dans un jeu à somme nulle, que ce n'est pas parce qu'il y a plus de droits qu'il y a moins de contrôle. Et ça, on le voit très bien dans le domaine du droit des étrangers, parce qu'on est parti d'une ordonnance, l'ordonnance du 2 mai 45, donc une page, quelques lignes. Et aujourd'hui, on a un code d'entrée et de séjour des étrangers du droit d'asile, le CESEDA, qui fait plus de 200 pages, et qui est paradoxalement aussi le fruit d'une mobilisation des associations dans le champ du droit pour essayer de faire évoluer et d'encadrer juridiquement les pratiques administratives en termes de contrôle et de contrôle migratoire. Donc on a une prolifération des droits, mais on a concrètement moins de droits et je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails et de convoquer beaucoup d'exemples pour dire qu'aujourd'hui, on a une détérioration concrète des conditions d'entrée de séjour de ces mêmes étrangers qui sont encadrés par une multitude de droits. Et d'autre part, donc ça c'est le premier paradoxe. Second paradoxe, c'est un sociologue du travail qui me l'a fait remarquer. Je ne l'avais jamais vu parce qu'en fait, finalement, ce paradoxe dont je parle, toujours plus de droits au pluriel et moins de droits au singulier, c'est quelque chose auquel les sociologues du travail, ceux qui ont travaillé dans le champ syndical, sont assez habitués. Mais ce que me faisait remarquer un sociologue du travail, c'est que le paradoxe, c'est que dans le champ du droit du travail, toutes ces affaires juridiques, toutes ces batailles, toutes ces publicisations amènent, in fine, en bout de parcours, à une légitimation des acteurs pour lesquels ces combats juridiques ont été menés, qui sont les sujets de ces droits-là. Or, ce n'est pas le cas dans le champ des étrangers. Comment ça se fait qu'on a des effets différents? Comment ça se fait que dans le cas du droit des étrangers, les sujets de ces batailles-là, de ces droits-là, ne se constituent pas en acteurs légitimes, bien au contraire? Qu'est-ce qui produit ça? Et réfléchissant depuis plusieurs années sur ces paradoxes-là, parce que finalement, c'est un gros problème. Je veux dire, il y a des associations de défense des étrangers, des associations qui sont extrêmement actives, qui travaillent de façon très performante et très productive, et qui en arrivent à ce paradoxe-là. Et on a l'impression à un moment que quand même la machine, elle tourne à vide. Et finalement, moi, j'avais l'impression qu'une ligne de réflexion par rapport à ça, c'était de réévaluer les conditions démocratiques dans lesquelles se joue ce jeu légalité-légitimité, qui est que à chaque fois, et donc de revenir finalement à la question de la production de la législation dont il était question avant, parce que à chaque fois que, par exemple, quand le ministère de l'Intérieur en 92 est arrivé et a créé une loi pour encadrer les zones d'attente, qu'est-ce qui permet à un processus législatif de venir et de créer une loi qui est encore plus contrôlant, encore plus efficace? C'est parce que derrière, il y a aussi une opinion, il y a aussi une opinion publique, il y a aussi des représentations publiques, des représentations des usages politiques qui sont faits d'enjeux moraux. Il y a une criminalisation des étrangers, des assimilations, des glissements de langage, etc. Il faut suivre. Je veux dire, il ne faut pas uniquement regarder ce qui se passe dans le champ des tribunaux. Il faut aussi voir tous les discours à l'Assemblée nationale pour l'introduction de ces nouvelles lois, ou bien tous les débats qui ont lieu pendant l'adoption de ces lois-là. Et on voit comment est-ce qu'il y a un troisième acteur, finalement, qui n'existe pas dans le jeu binaire entre société civile et administration à travers le levier jurisprudentiel, mais qui existe en fait dans le jeu législatif, qui est l'opinion publique. Et en fait, je pense que c'est un défi qui se pose aujourd'hui à ceux qui ont progressé jusque-là dans le champ des usages militants du droit, c'est de voir comment progresser dans le champ des perceptions publiques, de la même manière.
et rétablir, donc réinvestir le troisième pôle de ce jeu qui est un jeu à 3 parties. Et je pense que là, on a une difficulté, et la difficulté vient du fait, en tout cas dans le domaine des sciences sociales, vient du fait moi je trouve, mais c'est mon avis personnel, qu'on est assez peu outillé pour appréhender l'opinion, pour saisir en sciences sociales, anthropologiquement, sociologiquement, la formation de l'opinion, qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle elle se transforme, et concrètement, empiriquement, comment la saisir, quoi. Donc, Merci beaucoup, Chora. Je trouve que cet exposé est une assez belle illustration de ce que Luc apportait tout à l'heure autour de cette différence entre ce qui pourrait être moral et ce qui va fonder l'ensemble de la société, où on voit bien quand même à quel point la confusion de ces termes, mais aussi leur traduction, quoi, les affects qui deviennent des critères moraux, qui vont devenir des critères juridiques parfois, qui vont parfois ne pas être fondés, mais qui pourtant vont être redoutablement efficaces. Et je crois que là, on touche du doigt un élément du débat autour de l'efficacité de ces discours et de ces pratiques, et qui me faisait penser par rapport à ta dernière remarque, on ne sait pas ce qu'est l'opinion publique, mais d'un point de vue sociologique, on sait très bien ce que l'on fait dire à un moment donné à l'opinion publique. Donc est-ce que c'est un objet qui existe, ou est-ce que c'est un objet qui n'est rien d'autre que ce qu'on lui fait dire à un moment? D'ailleurs, à ce propos-là, ça serait bien de vous donner la parole aussi, puisque quand même, on est là pour essayer de dialoguer. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos orateurs. Alors, qui veut se lancer déjà? Sur l'opinion publique, comment appréhender cette opinion? Vous avez quelques idées ou ça? Parce que alors, cette opinion publique était vraiment appréhendée par on peut dire l'extrême droite, ces derniers temps. Oui. Mais d'ailleurs, c'est parce que c'est très difficile. Enfin, je pense qu'on c'est parce que c'est très compliqué et très les frontières entre la représentation ou la construction et vraiment le fait sont tellement floues, obscures et grises que peut-être du coup les sciences sociales sont extrêmement précautionneuses et préfèrent ne pas s'engager dans ce champ-là plutôt que de se reposer sur des outils empiriques qui sont tellement insatisfaisants que, voilà, ou bien d'arriver à dire, enfin voilà, Pierre Bourdieu a écrit un article qui disait l'opinion publique n'existe pas. C'était pour critiquer la façon dont les statistiques ont été conçues et fonctionnent, etc. Moi, je ne pense pas que parce qu'il a dit ça, on doit s'en tenir là et rester là-dessus. Mais c'est une question que je me pose encore. Il y a quelques pistes, en se fondant par exemple sur les travaux en reprenant la pensée de Gabriel Tarde, qui était juriste aussi, je pense. Oui, enfin, de formation. Oui, peut-être de formation. Oui. Enfin. Sociologue du début du siècle, Bruno Latour a proposé des formes de modélisation. Voilà, mais c'est une question qui est, je trouve, très difficile, et on est encore dans de multiples précautions qui sont justifiées. Hein. Oui, non. Ajouter un point sur la dimension, parce que j'étais très, très sensible à ce que vous disiez sur la difficulté d'avoir des outils pour appréhender cette opinion publique. Mais l'une des dimensions que vous mettiez aussi en évidence était la politisation, le fait qu'on politise. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la séquence affect, qui peuvent aller dans la question des étrangers dans les deux sens, à la fois l'affect de la peur, qui joue un rôle constitutif, et également aussi dans la pensée politique, l'affect de l'indignation, enfin, dont vous avez dit que c'était une réélaboration d'un affect,
Et puis ensuite l'opinion publique, quel effet? Parce que bon, je veux dire, on ressent des choses qui constituent, qui s'expriment également par des paroles, donc il y a une constitution comme ça. Et puis il y a l'opinion publique qui est une expression également dans le champ des journaux, des médias, de ces affects ou pas. Et il y a la politisation ensuite. Et ce que je trouve vraiment frappant, enfin fascinant, c'est la transformation de ces mouvements divers et variés en une politisation, effectivement, de quelque chose qui est à l'origine et de l'ordre de l'affect. Mais la politisation, elle agit aussi en retour. C'est-à-dire qu'une fois que certains affects ont été politisés, eh bien, effectivement, ça produit dans l'opinion publique et dans la population aussi un certain nombre d'effets. Donc, et on voit bien aussi les types d'affects qui sont en jeu. Hein, la peur contre l'indignation, et puis entre les deux également l'indifférence, dont qu'il ne faut pas négliger non plus, enfin qui joue, je pense, politiquement également un rôle très très important. Hein, je veux dire, cette indétermination entre la peur et l'indignation, enfin cette zone grise, hein, c'est ce que vous disiez aussi. Donc voilà, c'était une remarque. D'autres questions, remarques, commentaires qui peuvent venir nos orateurs aussi. Je trouve intéressant le mot que vous venez d'utiliser en utilisant le mot politisation, parce que je trouve que politique et politisation, c'est deux choses un peu différentes, et à l'entendre, ça a une connotation potentiellement un peu... en tout cas, un usage ou une utilisation de la politique, et je trouve intéressant parce que du titre « La morale en politique », finalement, on arrive potentiellement à la morale qui est politisée ou la politisation de la morale, et finalement la politique qui est associée du coup à quoi? Si finalement la morale est de l'affect, et donc l'affect est utilisé et politisé, du coup, qu'est-ce qui nourrit finalement la politique? Et pour préciser ce que vous avez dit peut-être, la politique législative, si finalement la source est quelque chose qui n'est pas, qui est autre chose que la vie bonne, puisque aujourd'hui les affects, enfin ma compréhension, c'est que les affects sont des interprétations de la vie bonne, et finalement à un moment on arrive à quelqu'un qui a la vie meilleure, donc la plus bonne que bonne, qui finalement devient la politique, qui devient finalement la politique législative. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être reproblématisé, mais je trouve que... Non, c'est clair, très juste. Hein. Ouais. Non, je ne sais pas. Si, non, c'est simplement la... Enfin, oui, effectivement, oui, vous soulignez bien effectivement que et ça renvoie également à votre propos, hein, sur c'est finalement un propos critique également. Alors là, pour le coup, sur le fait que finalement on observait des usages, parce que politisation, bon, des usages effectivement, par exemple du concept de dignité, d'un concept moral, des usages dans le droit qui produisent un certain nombre d'effets qui sont des effets critiquables. Donc ça, c'est un effet. À l'inverse, on peut considérer effectivement que des situations, par exemple comme celle que vous venez d'analyser, produisent des affects qui sont susceptibles effectivement d'être transformés. Alors, ce qu'on veut dire ici par politisation, ça veut dire relayer en quelque sorte un certain nombre de choses qui relèvent de la vie affective ou de la vie morale, et transformer effectivement ces éléments, leur donner effectivement une valeur au niveau, disons, de la vie démocratique. Politisation ici, ça renvoie au cadre démocratique à l'intérieur qui contribue et qui va aboutir effectivement à l'adoption d'un certain nombre de lois ou de décisions. Donc c'est ça le problème. Mais c'est vrai que le lien entre, disons, la vie morale des individus, parce que c'est ça que vous décriviez en parlant des affects, le lien entre la vie morale des individus, leur conception de la vie bonne, les jugements qu'ils peuvent porter sur telle ou telle situation, notamment les situations, des situations comme celles qui se sont produites effectivement, qui existent dans les aéroports, et la politique elle-même. Il y a beaucoup de médiation entre les deux. Et c'est un objet très compliqué en fait à étudier.
dont l'ensemble des contradictions qui ont été relevées fait partie de la question politique. Vous parliez du vivre ensemble. Dans l'intervention de Chora, c'est vraiment la notion d'ensemble qui est problématique. C'est pas la notion du vivre ensemble, c'est qui fait partie de l'ensemble et qui n'en fait pas. Et dès lors qu'on pose la question en termes de principe, le vivre ensemble ne suppose pas la définition de la communauté. En tous les cas, vous ne nous en avez pas parlé de celle-ci, vous avez. Non. Et pourtant, elle vient se poser immédiatement qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Alors, qui sont ceux qu'on oublie, qui sont ceux qu'on n'oublie pas. Et vous aviez parfaitement raison, je trouve aussi, de mentionner cet aspect de toutes les populations dont on ne parle pas. Derrière l'indignation, derrière, il y a l'indifférence et il y a l'invisibilité. Le nombre d'invisibles aujourd'hui augmente à mesure que certains groupes deviennent plus visibles et qui font partie de nos modes de gouvernance aujourd'hui. Bonsoir, j'interviens en tant que simple citoyenne. Donc on était passé au boulevard Raspail, on avait vu la morale en politique, on dit quel oxymore, allons-y voir. J'avais juste une question sur qui recoupe un peu ce que vous venez de dire sur l'ensemble. On a l'impression quelquefois que nos politiques se sentent, on dit souvent, au-dessus des lois. En tout cas, qu'ils ont une appréhension différente vis-à-vis des lois qui sont applicables à eux. Ils considèrent que ce sont eux, effectivement, qui sont là pour les construire et les faire appliquer, mais à d'autres. Donc, j'aurais voulu avoir un peu votre vision sur la perception ou comment ces politiques sont formées. Vous avez pointé la question de la formation. C'est comment arriver à certains niveaux de responsabilité. Certains se considèrent comme exonérés d'un certain nombre de règles. Comment peut-on faire dans une démocratie pour que nos gouvernants soient, malgré tout, se sentent soumis à ces règles-là? Et on a de multiples exemples en tête. Et un qui me revient à l'esprit, c'est celui de la loi sur les retraites en 2010, où finalement nos députés ont tous voté un allongement de la durée de cotisation et de l'âge de départ à la retraite, sans rien toucher à leur propre dispositif. Qui veut répondre? Personnellement, je trouve qu'il y a sur ces questions beaucoup de discours alarmistes, très très pessimistes, très comme vous dites à l'instant, presque décourageants, puisque nous serions tous finalement soumis au gouvernement de gens qui ne font que s'asseoir sur les règles qu'ils imposent aux autres. Quand même, globalement, en l'espace de quelques décennies, disons de 2 siècles, les pays comme les nôtres sont des pays qui ont complètement domestiqué les hommes politiques. C'est quand même l'histoire de l'État français, c'est quand même l'histoire, on a parlé de démocratie et d'état de droit. Personnellement, je trouve que ce qui est le plus remarquable, c'est l'organisation de l'état de droit, essentiellement parce qu'il est convenu d'appeler le droit public, c'est-à-dire les 2 principales composantes, droit administratif, droit constitutionnel, c'est-à-dire les règles de droit qui s'appliquent d'une part à ceux qui font la loi, au Parlement, et d'autre part à ceux qui l'exécutent, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. Là où les progrès ont été les plus extraordinaires en France, ça a été justement du fait du droit administratif et des juges qui l'ont mis en œuvre, c'est-à-dire le Conseil d'État, la juridiction administrative, qui ont tout simplement mis en place un dispositif d'autolimitation. C'est-à-dire que l'État accouche de règles qui ont pour objet de limiter la compétence de l'État. Alors évidemment, il y a une tentation inéliminable de s'en exonérer à titre individuel, quand ce sont par exemple des députés qui votent un texte, etc. Puisque par définition, les règles qui sont produites le sont par les agents de l'État. Dans un système où le droit s'identifie à l'État, où on n'est pas dans une société sans État, et où le droit serait sans l'État, malgré toutes les tentatives intellectuelles pour tâcher de promouvoir le modèle depuis une bonne trentaine, une quarantaine d'années, il se trouve que néanmoins, nous fonctionnons toujours avec un ordre juridique qui est fondamentalement étatique. Il se trouve qu'évidemment, il y a un problème de garantie, c'est-à-dire que l'État est à la fois jugé parti, il est à la fois celui qui arbitre pour savoir quand la loi a été violée, et en même temps celui qui produit la loi. Donc naturellement, il y a un problème d'impartialité qui n'est pas garanti. Mais enfin, ça n'empêche que quand même, en pratique, les choses ont quand même considérablement évolué et que l'État de droit n'est pas simplement un mot... Mais une fois qu'on a dit ça, je voudrais juste tout de même ajouter un élément relié aux questions dont il était débattu à l'instant, et notamment la question de l'opinion.
Moi, personnellement, je trouve que l'opinion est quelque chose de parfaitement insaisissable. Personne ne sait ce que ça veut dire. D'ailleurs, le juriste connaît une notion qui est l'opinion juriste, c'est-à-dire qui est la conviction au sein d'un corps social selon lequel un comportement déterminé est obligatoire. Bon, comment se forme une telle opinion? Comment se forme l'idée qu'il est obligatoire? Hart est un théoricien du droit qui a beaucoup glosé sur la question. Les gens qui vont à la messe le dimanche, est-ce qu'ils y vont parce qu'ils se sentent obligés d'y aller ou bon, etc. Bon. Ce que je veux dire, c'est que il y a une illustration très récente d'une véritable mise en œuvre politique de la morale et manipulation de l'opinion, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti en ce sens, pour faire adhérer à... Sauf qu'en 2002, le Parlement a voté la loi sur le droit des malades. Dans cette loi, il y a un premier article, un article 1, voté à l'unanimité par tous les députés de l'Assemblée nationale, de droite et de gauche, et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il a été véritablement adopté dans une unanimité absolue. Et cet article 1 de la loi sur le droit des malades dit que la Cour de cassation ne peut plus continuer la jurisprudence qu'il avait pris l'initiative d'entamer à propos du cas d'une mère qui avait demandé au nom de son enfant réparation du préjudice que lui avait causé sa naissance handicapée à la suite d'une faute médicale de son médecin qui n'avait pas vu la rubéole qu'elle avait contractée et qui, ce faisant, n'ayant pas vu qu'elle avait été atteinte de la rubéole, lui avait dit ne vous en faites pas, vous pouvez poursuivre votre grossesse tranquillement, vous n'avez pas la rubéole. Et comme elle a eu effectivement la rubéole et que son enfant est né lourdement handicapé, la mère a eu l'idée que l'enfant pourrait demander réparation du préjudice qui lui avait été causé par la faute médicale. La Cour de cassation a, au début de l'année, à la fin de l'année 2002, la loi sur le droit des malades, plutôt de 2003, d'après mon souvenir, avait donc rendu un arrêt validant cette responsabilisation du médecin. Dès la semaine qui a suivi l'arrêt de la Cour de cassation, il y a eu dans un journal du soir, comme on dit, un article co-signé par 2 professeurs de droit, plus un collectif d'autres professeurs de droit, qui est comme une sorte de pétition pour dire, l'un était professeur de droit public, l'autre de droit privé, pour dire que l'arrêt de la Cour de cassation était une atteinte à la dignité de la personne humaine parce qu'elle rendait possible qu'un enfant se plaigne du fait d'être né, que donc sa naissance apparaît comme un préjudice, que donc le fait d'exister, si c'est un préjudice, c'est donc si c'est un préjudice, c'est qu'il avait donc un droit à ne pas exister. Et s'il avait un droit à ne pas exister, un droit de ne pas naître, ça voulait par conséquent dire que sa mère avait, quant à elle, l'obligation de le faire disparaître ou de ne pas le faire naître, c'est-à-dire d'avorter. Que donc cet arrêt sous-entendait implicitement une reconnaissance officielle par le juge, par la Cour de cassation, d'une obligation pour les mères qui risquent de donner naissance à un enfant handicapé, obligation d'avorter. Donc, en fait, une mise en œuvre d'une politique eugéniste que l'État organisait, donc sans le dire, mais en fait de la manière la plus systématique, une entreprise d'eugénisme où on demandait aux mères, on les obligeait à avorter en cas de prise d'un enfant handicapé. Bref, on s'est mis à dire qu'on était en train d'introduire de la réglementation nazie et que la Cour de cassation était une instance, on ne le disait pas comme ça, mais quand on disait qu'elle mettait en œuvre une politique jurisprudentielle contraire à la dignité humaine, on voulait dire que la Cour de cassation était une cour nazie. Bon, à force de l'entendre dire de la bouche de professeurs de droit, des associations de défense de handicapés se sont mis à dire on est en train de dire que les enfants nés handicapés n'ont pas le droit de vivre, que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'ils doivent être exterminés. Tout ça est absolument insupportable. Et donc, ils se sont mobilisés pour que le ministre, ou je ne sais plus lequel, saisisse le Comité national d'éthique pour disqualifier l'arrêt de la Cour de cassation et dise explicitement que cette jurisprudence de la Cour de cassation était totalement contraire à l'éthique minimale, et notamment la dignité de la personne humaine. Le comité d'éthique l'a évidemment fait. Il a sauté sur l'occasion pour s'ériger en méta-cour de cassation, en juge des juges, en juge qui a le dernier mot éthique pour tâcher de surmonter le désastre éthique, je ne sais plus quelle est, et juridique, quelle l'expression, scandale éthique, et je ne sais plus sur le plan juridique quelle appréciation que le comité d'éthique avait portée dans son avis, mais en tout cas disqualifiait la Cour de cassation. Mais comme le comité d'éthique est majoritairement composé de médecins, vous comprenez bien que cette prise de position du comité d'éthique, qui donnait satisfaction à une demande des handicapés, qui étaient ceux qui avaient gagné le procès, rendait évidemment service
aux médecins, au corps médical dans son ensemble, qui avait perdu le procès. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une configuration fantastique, où les parties à un procès, ceux qui avaient gagné, ceux qui avaient perdu, s'unissaient contre leur juge pour demander la condamnation de leur juge. Et l'ont obtenu à l'unanimité par le Parlement, tout simplement parce qu'à force de répéter qu'il y avait un problème éthique, à chaque fois qu'on parlait d'un arrêt de la Cour de cassation dans la suite de la jurisprudence Perruche, c'était la fameuse arrêt Perruche, il y avait un journaliste qui disait « Ah oui, mais cet arrêt de la Cour de cassation pose un problème éthique. » Le journaliste ne savait pas très bien pourquoi il le disait, mais il se sentait chaque fois obligé de le dire. Et donc, à force de répéter « ça pose un problème éthique », tout le monde s'est mis à dire la jurisprudence de la Cour de cassation est épouvantable, il faut par conséquent y mettre un terme le plus rapidement possible. Et donc, dans un bel élan d'unanimité, la gauche et la droite ont voté la fin de la jurisprudence Perruche en interdisant strictement aux juges. Bon, c'est quand même délirant. Non, disons pas ça. Mais disons que l'opération de mise en œuvre de l'argument éthique pour, en fait, se faire le juge et pour se faire justement le garant de l'état de droit est quelque chose. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que et là, en l'occurrence, c'était bel et bien une question d'opinion, c'est-à-dire, mais d'opinion complètement fabriquée, au départ par une position tout à fait idéologique d'un certain nombre de juristes, qui ensuite a eu un certain écho, parce que ça rejoignait certains intérêts, notamment l'intérêt du corps médical, et que dans tout ça, les journalistes sont fait complètement instrumentaliser pour diffuser l'idée selon laquelle il était absent. Donc voilà, ce qu'il me semble, c'est que finalement, il y a une politique de la morale, oui, mais qui n'a pas de sens particulier, peut être de droite ou de gauche, peut-être. Et moi, c'est ce que je pense être le plus caractéristique de la société contemporaine, c'est que l'argument éthique ou moral est un argument brandi pour favoriser l'adhésion d'une politique législative particulière. Non, parce que effectivement, bon, c'est un argument très fort, celui que vous venez d'avancer, l'idée qu'il puisse y avoir une politique de la morale. Est-ce que la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que ça invalide totalement pour autant tout type de réflexion? Alors, bon, on utilise un autre terme qu'on n'a pas, bon, que j'ai utilisé un petit peu, le terme de normativité. La réflexion sur les normes, alors c'est un terme juridique, la norme est un terme juridique, mais quand on l'emploie lorsqu'on parle de philosophie normative, effectivement, c'est une manière de dire qu'il peut y avoir une légitimité à la réflexion d'un point de vue qui n'est pas strictement parlé juridique, puisque les gens qui font de la philosophie normative ne sont pas nécessairement des juristes, et qui pour autant peut avoir une pertinence, où la question n'est pas, et là je voudrais distinguer justement cette approche normative de la question et de l'approche éthique que vous avez critiquée, où la question n'est pas de mobiliser en quelque sorte une opinion publique ou des journalistes au moyen d'arguments éthiques, mais qui de fait relève, et là pour moi on pourrait les ranger dans la catégorie de la rhétorique. C'est pas du droit, c'est une forme de rhétorique qui s'appuie effectivement, qui vise à produire un certain nombre d'affects pour obtenir un certain nombre de décisions. Donc il me semble important effectivement de distinguer ce type de rhétorique en quelque sorte de l'éthique ou d'utilisation d'instrumentalisation de l'éthique à des fins rhétoriques pour produire des effets sur l'opinion publique, de la réflexion normative à proprement parler, où la question essentielle, c'est pas la question alors là pour le coup des affects, c'est la question de l'argumentation. C'est-à-dire le champ de la réflexion normative, c'est un champ dans lequel effectivement il s'agit de mettre au point des arguments ou des formes d'argumentation concernant des problèmes qui peuvent être des problèmes différents. Cela dit, il peut y avoir dans une argumentation, comme le dirait Austin, un effet perlocutoire qui est très utile à l'efficacité du rhétorique. Mais ce que nous pouvons constater en tant qu'anthropologue ou en tant que sociologue, c'est que la mobilisation de l'opinion publique et la réussite de cette mobilisation ne tient pas à la valeur des arguments, ni à la pertinence, qu'il soit juridique ou pas. Et c'est justement ça qui en fait un objet tout à fait saisissant à étudier. Alors, on le dira tantôt délirant si on n'est pas d'accord, tantôt exceptionnel si on est d'accord, nous le dirons juste à étudier, quoi. Il est problématique. Ce ne sont pas les raisons que l'on peut imaginer qui font qu'il y a du succès. Et c'est en ça que ça devient une question sociologique ou anthropologique. J'avais envie de réagir à la question que vous posiez aussi, puisque quand vous posiez la question de savoir, au fond, s'il n'y avait pas de plus en plus de politiques qui se croyaient au-dessus des lois.
il me semble que tout délinquant se croit au-dessus des lois, sinon il ne le ferait pas, quoi. Donc voilà, j'apporte un nom, c'est pas un homme politique délinquant. Ça, c'est le principe même de l'idée de la délinquance, c'est de pouvoir imaginer que la loi ne s'applique pas. Alors, est-ce que c'est plus grave quand celui qui était délinquant fait partie du corps de ceux qui font les lois? Ça, c'est à vous de nous dire si c'est un facteur aggravant ou... Mais c'est vrai que c'est régulièrement recherché. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ou il y a eu un enrichissement personnel. C'est pour le bien de son groupe, pour le bien de la collectivité. Il y a toute une série de nouvelles questions qui apparaissent, qui sont ailleurs réglées. Par exemple, sur la scène qu'étudie Chora, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des facteurs aggravants ou pas. C'est des délinquants. Ils sont rentrés irrégulièrement en France et ils doivent ressortir régulièrement. Donc ce sont simplement des délinquants. Peut-être sur ce point, en fait, initialement, quand j'avais commencé à réfléchir au sujet, je m'étais interrogé sur cette différence, effectivement, qui peut y avoir entre l'état civil et l'état de nature, et essayer de comprendre véritablement ce que ça veut dire. Et je pense que, par rapport à la question que vous posez, il peut y avoir cette tentation, lorsqu'on est en position de prendre des décisions importantes ou d'agir politiquement, d'imaginer qu'il y a deux scènes. Une scène qui serait en quelque sorte celle de la politique régulière, selon les lois, encadrée effectivement par l'état de droit, et puis une deuxième scène, hein, c'est ce qui apparaît aussi assez régulièrement lorsqu'on s'intéresse effectivement aux personnes politiques, une autre scène dans laquelle finalement, qui serait caractérisée par, comme une situation en quelque sorte de guerre, hein, on retrouve cette rhétorique parfois dans les campagnes politiques, rhétorique effectivement qui semble indiquer que derrière la scène civile, hein, l'organisation réglée d'un certain nombre disons, d'opposition, d'opinion, de formalisation d'opinions divergentes, il y aurait cette scène sous-jacente qui serait effectivement de l'ordre de la guerre. Et c'est parce que on se pense, ou que certains et certaines peuvent se penser comme n'étant pas dans la scène réglée civile, mais dans l'autre scène sous-jacente, qu'ils peuvent être amenés aussi à basculer du côté de la délinquance, hein, du point de vue de la représentation qu'on peut se faire de ce que c'est qu'en démocratie la confrontation politique. Et ça peut être également une raison qui ne renvoie pas simplement au déficit moral de la personne, hein, parce que bon, là, ça serait un jugement et qui n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt ici, mais peut-être qu'il y a là aussi derrière, on s'aperçoit de cette idée de la guerre, en fait, hein, que la guerre se poursuit à l'intérieur même de la confrontation politique. Et puisqu'on est en guerre, ce sont les moyens de la guerre auxquels il faut recourir, le tribut, se constituer effectivement un trésor de guerre, éliminer un certain nombre de personnes, et on voit très bien que cette deuxième scène surgit parfois. Merci beaucoup. La prochaine séance, ce sera sur le Brésil. La date, c'est le 2 juillet. Voilà. Je remercie infiniment nos orateurs. Je remercie Virginie Bézet des éditions, pour Cédric, bien sûr, et les services audiovisuels qui nous permettent de faire ces séances. Et puis, bien sûr, notre participation. Et à bientôt, j'espère. Voilà. Merci encore.